replay. Voilà, l'enregistrement est en cours. Donc, bonjour à tous. Nous sommes très heureux avec Hélène donc, de la Maison du Management de Paris Coucou. et Lyon. Bonjour, de vous recevoir. Donc là, nous en sommes à 38 participants. Donc, je pense qu'on va bien atteindre nos nombres d'inscrits. Donc, nous accueillons Thierry Paulmier, que je vais vous présenter. Donc, on est très heureux donc, de recevoir Thierry sur le thème de l'intelligence émotionnelle au service des managers. Donc Thierry est conférencier et consultant en intelligence émotionnelle, docteur en sciences économiques et en sciences politiques, et il forme au modèle de l'Homo Emoticus, modèle qu'il a inventé. Il forme donc dans les entreprises et les administrations, notamment le secrétariat général du gouvernement, ainsi que dans de nombreuses écoles, comme l'ENA, l'EDEC Business School ou encore l'école de guerre, parce que Thierry avait commencé aussi par l'école de guerre, donc un milieu particulier, mais certainement très riche d'enseignement. Donc, en préparation de la conférence, j'ai demandé à Thierry 3 éléments qui le caractérisent ou qui l'animent. Et Thierry m'a cité chercheur de vérité, je vous laisse voir ce que là peut recouvrir, soucieux de l'autre, et tourné vers la spiritualité. Donc, tout ça nous annonce une conférence, je pense, très riche. Donc Thierry va nous présenter dans cette conférence le modèle Homo Emoticus, qui est donc une théorie émotionnelle du comportement humain qu'il a développée et appliquée au management, qui sera bien sûr notre application pour la maison du management. Et cette conférence est donc basée sur le 2e ouvrage qu'il a écrit et qui vient de paraître, donc le 1er avril, c'est tout récent, aux éditions Dia Thénault et avec une préface d'Anne Lauvergeon. Voilà, c'est un ouvrage en bonne place, j'en profite, dans notre bibliothèque de la Maison du Management qui regroupe tous les ouvrages sur notre site internet des experts de la Maison du Management. Voilà. J'en ai fini des présentations. Pour le déroulé, on va être parti pour 45 minutes de conférence avec Thierry. Au bout des 15 premières minutes, il aura fini une première partie. On va vous donner 5 minutes de respiration ou si vous avez des questions, mais des questions courtes ou des précisions, puisque après on repart pour un temps de 30 minutes et on aura un échange bien plus long à la fin, vers midi, entre midi et midi 15, vraiment un échange et un partage avec Thierry. Voilà, mais si vous avez des questions, on va utiliser le chat et je verrai comment on peut gérer tout ça du coup, au bout des 15 premières minutes. Et donc, on recueillera après tous vos feedbacks et on clôturera cette conférence à 12h30. Voilà, j'ai déjà assez parlé. Donc, avec Hélène, on est heureux d'accueillir Thierry. Thierry, la parole est à vous. Merci Jessica. Alors merci pour cette présentation très complète, très précise. Alors je crois que la coutume à la Maison du Management, c'est de commencer par une question. Donc la question que je voulais d'abord vous poser pour entamer cet échange, c'était qu'est-ce que le terme Homo Emoticus évoque pour vous? Qu'est-ce que ce terme, parce qu'évidemment ça doit être un terme un peu nouveau pour la plupart d'entre vous et peut-être mystérieux. Et donc, j'aurais aimé vous poser cette question. Qu'est-ce que ce terme Homo Emoticus vous inspire spontanément? Qu'est-ce que ça vous évoque spontanément? Alors, dans le chat, en effet, donc vous pouvez nous dire spontanément ce que cela évoque pour vous et je vais lire. On peut le lire en même temps. Après, on va attendre un petit peu. Donc, on a l'être émotionnel. L'être émotionnel. Miraela, c'est prendre en compte les émotions. émotions. Prendre en compte les émotions. L'homme émotionnel. L'homme est fait d'émotions. L'humain égale réservoir d'émotions. L'importance des émotions. L'homme est un être d'émotions. Comme l'Homo economicus, un modèle prenant en compte les émotions. Donc là, je vous laisse Thierry. Comme l'Homo economicus, un modèle prenant en compte les émotions. Oui. Les émotions influencent nos actions. L'homme dans son émotion, une évolution de l'homme. De l'homme, oui. Personnellement, ça m'évoque le caractère émotionnel intrinsèque de l'être humain. Les émotions au centre de l'être humain, très intéressant. L'homme est émotion. L'intégralité de l'être, corps, état d'esprit. Voilà. C'est déjà, oui. Voilà. Très édifiant et très pertinent par rapport à l'intention en fait que j'ai essayé de véhiculer en choisissant ce thème. J'ai l'impression que le message que j'ai essayé
d'y passer est bien passé de ce que je vois. Ce que ça évoque chez vous, c'est exactement, même si parfois c'est formé différemment, mais c'est bien ça, c'est évidemment le rôle central des émotions dans notre comportement, dans notre vie, dans notre être, et comme constitutif finalement de notre identité. Alors, je vais justement essayer de développer cette notion et je vais partager mon écran parce que j'aimerais vous montrer des choses pour que ce soit plus didactique et peut-être plus facile à comprendre. Alors, donc, alors, avant d'expliquer ce qu'est l'homo emoticus, il faut quand même, parce qu'il y a un sous-titre, et puis il y a effectivement une discipline dans laquelle s'inscrit ce modèle, c'est l'intelligence émotionnelle. Et là, ce que j'aimerais d'abord vous définir, c'est ce qu'on entend par intelligence émotionnelle. C'est peut-être un terme maintenant un peu galvaudé ou que vous avez tous entendu plus ou moins, selon votre intérêt pour ce sujet, mais on n'a pas forcément une notion précise de ce qu'il recouvre. Et en fait, on peut distinguer 4 grandes facultés que recouvre cette notion d'intelligence émotionnelle. La connaissance de soi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire être la capacité de comprendre ses émotions, c'est-à-dire de savoir les nommer, de savoir les désigner et de savoir reconnaître les comportements qui en dérivent. Ça, c'est aussi important, c'est de ne pas seulement savoir reconnaître sa peur, mais de savoir reconnaître tous les comportements qui dérivent de cette peur, donc, et qui me font agir de telle ou telle manière. Et je dirais que ça, c'est la faculté la plus essentielle. Et ça, elle a été identifiée depuis, je dirais, l'Antiquité. Évidemment, vous connaissez tous le « connais-toi toi-même » et « tu connaîtras l'univers et les dieux » qui était sur le temple de Delphes. Et les philosophes, depuis les Grecs, mais jusqu'aux philosophes modernes, ont beaucoup insisté sur le fait que nous étions notre propre laboratoire et que notre propre vie intérieure devait être, je dirais, explorée pour à la fois mieux se comprendre, mais aussi, du coup, après, pouvoir mieux comprendre les autres. Et notamment la deuxième faculté, la maîtrise de soi sur le plan émotionnel, c'est-à-dire la capacité à réguler ses émotions et les comportements qui en dérivent, va fortement être déterminée par sa connaissance de soi sur le plan émotionnel. Il faut d'abord évidemment que je sache quelles sont les émotions qui m'animent pour savoir quelle stratégie comportementale je dois adopter pour me défaire de telle ou telle émotion. Il faut que je sois capable, par exemple, de distinguer est-ce que je suis dans la honte, ou dans la culpabilité, ou dans l'indignation, ou dans l'envie, ou dans la jalousie, ou dans la pitié, et ainsi de suite. Il faut d'abord que je sois capable de savoir quelles sont les émotions qui m'animent, et mon expérience de formation, c'est que parfois il y a des confusions entre certains états, certaines émotions. On confond la peur et la honte et la culpabilité, l'indignation et l'envie, ainsi de suite. Donc déjà, si on n'a pas posé un bon diagnostic, évidemment, après, on va avoir du mal à se défaire, notamment des émotions négatives, parce que la maîtrise de soi sur le plan émotionnel, elle concerne surtout les émotions négatives, parce que ce sont des émotions qui nous font souffrir et dont on a envie, évidemment, de se défaire. Donc ça, c'est les 2 premières facultés qui sont intrapersonnelles et qui vont effectivement nous aider, évidemment, après, dans les 2 autres facultés qui sont interpersonnelles, la connaissance des autres sur le plan émotionnel. Alors, évidemment, là, on va s'appuyer sur l'empathie, donc cette faculté de ressentir ce que les autres ressentent, de se mettre à leur place, de se connecter à leurs états émotionnels. C'est là que la faculté d'empathie joue à plein. Mais évidemment, notre connaissance va s'appuyer aussi sur notre connaissance de soi. Si je connais bien mes propres émotions et les travers dans lesquels elles me font tomber, je vais être beaucoup plus capable de les reconnaître chez les autres. Et enfin, 4e faculté, ça va être la capacité non plus de maîtriser l'autre, mais d'influencer l'autre, parce qu'évidemment, on ne peut qu'agir par influence sur les autres, mais quelle stratégie comportementale adopter pour influencer les autres et notamment les faire revenir vers des émotions positives. Donc, quand ils ont peur, quand ils sont angoissés, quand ils sont en colère, quand ils sont envieux, quand ils sont frustrés, quelle stratégie comportementale adopter pour aider ces personnes à chasser leurs émotions négatives pour revenir vers des émotions positives. Voilà ce qu'on entend par intelligence émotionnelle, ces 4 facultés. Donc, vous voyez, il y a 2 facultés qui sont plus réflexives et 2 facultés qui sont plus de l'ordre de l'action. Et voilà. Donc ça, c'était pour bien, je dirais, mettre les idées au clair. Et donc, le modèle Homo emoticus s'appuie sur 4 émotions que j'appelle premières parce qu'elles sont leur propre cause et qu'elles sont étroitement liées à un stimulus que l'on va voir. Et donc, le modèle repose sur 4 émotions qui vont peut-être vous surprendre par rapport aux émotions que communément on mentionne
quand on parle des émotions, on parle certainement des émotions dites de base, joie, tristesse, colère, peur, et peut-être on rajoute le dégoût, la surprise, on verra ça. Et on vous parle peut-être moins de travailler sur sa gratitude, travailler sur son admiration, travailler sur son envie. Et alors là, par contre, la peur, oui, ça, tout le monde, là, c'est un peu le socle commun. Tout le monde s'accorde pour dire que la peur est une émotion première, est une émotion fondamentale. Alors, je vais essayer, dans cette première partie, de vous justifier pourquoi je pense que ces 4 émotions sont les plus importantes et les plus puissantes dans le comportement humain. Elles le sont parce qu'en fait, je dirais, elles se trouvent à ce que j'appelle les 4 points cardinaux de l'existence, c'est-à-dire aux 4 expériences fondamentales de la vie qui définissent en fait notre condition humaine. La première, évidemment, c'est la mort. Et la mort se signale par les phénomènes du danger. Quand vous voyez des dangers, vous voyez quelqu'un foncer vers vous avec un couteau dans la main, vous vous dites que là, peut-être que je suis en danger et que peut-être je vais mourir. Et ce qui vous signale la présence d'un danger, c'est la peur, l'émotion de la peur qui va prendre. Et donc ça, je pense que ce n'est pas. Je pense que ça, pour tout le monde, ce serait un peu évident que la mort, et donc qui est signalée par le danger et par la peur, constitue évidemment une expérience de vie. Et c'est donc le premier rapport au monde que nous avons et aux autres, c'est un rapport de destruction. C'est-à-dire que le monde peut nous détruire, le monde peut nous faire du mal. Le deuxième, il est peut-être moins évident, mais je pense que si on avait fait un brainstorming sur les grandes expériences de la vie, on en serait arrivé, en synthétisant, à cette idée justement de la limite. La limite, provient du fait, et c'est étonnant, Machiavel mentionnait que nous désirons beaucoup plus que nous pouvons, qu'il y a un décalage entre ce que sont nos désirs et ce que sont nos capacités. Et ce décalage, évidemment, va créer des limites, va créer des obstacles que j'essaye ici de figurer par justement cet homme qui porte un boulet. C'est un peu comme si nous portions tous un peu un boulet, c'est-à-dire qu'à certains moments, nous désirons des choses qui ne nous sont pas accessibles parce qu'il y a des obstacles. Et ces obstacles, ça peut être les autres, justement. Ça peut être les autres qui obtiennent une promotion à notre place, qui obtiennent une place dans une école à notre place, qui bénéficient d'avantages que nous n'avons pas, qui ont des compétences ou des qualités que nous n'avons pas, ou ont des objets ou des choses que nous n'avons pas. Et nous les prenons comme des privations, nous les prenons comme des obstacles, nous les prenons comme nous découvrons notre limite. Et cette limite nous crée cette émotion très négative de l'envie. Donc là, je ne le prends pas dans le sens parfois un peu courant d'envie synonyme de désir, mais d'envie au sens vraiment étymologique et tel que les psychologues des émotions en parlent, c'est-à-dire l'envie dérive du latin invidia, invideo, invidere, donc c'est voir dans, c'est quand je vois quelque chose qui ne m'est pas accessible et que j'envie celui qui l'a ou celui qui possède cette qualité. Et donc, c'est une émotion qui nous fait énormément souffrir. Et alors, heureusement, là, évidemment, donc j'ai montré ces deux, et donc nous devons apprivoiser ces limites dans notre vie, sinon nous allons être malheureux. Heureusement, il y a 2 autres expériences de vie qui rendent la vie belle, en l'occurrence, c'est l'expérience de toute forme de perfection ou de qualité dans le monde naturel, dans les objets, mais aussi dans les personnes, et qui suscitent en nous l'admiration et nous font faire éprouver une expérience de beauté. Et donc là, on a vu qu'avec la limite, on ressentait un rapport de privation avec le monde et avec les autres. Avec la mort et avec la peur, c'était un rapport de destruction. Ici, on va avoir un rapport de contemplation. On est spectateur au quotidien de belles choses, de belles personnes, et cela nous émeut parce que cela nous émerveille et cela nous fait ressentir de l'admiration. Et enfin, 4e point cardinal, c'est l'amour. Et l'amour est signalé par un autre phénomène qui est celui du don. Alors le don, qu'est-ce qu'un don? C'est un bien gratuit reçu de quelqu'un. C'est quelque chose reçu sans contrepartie et c'est un bien. Donc c'est un bienfait. Donc ça peut être un sourire, un regard, un compliment, un service rendu, un cadeau. Tout ça, c'est évidemment des formes de don. Et le don nous fait prendre conscience de l'existence de l'amour. Nous mesurons l'amour qu'on nous porte à l'aune des dons que l'on reçoit des personnes. Si les gens nous sourient,
nous regardent, nous font des compliments, nous font des cadeaux, nous rendent des services, on va se dire cette personne m'aime bien et on va se sentir adopté, affilié, appartenir parce qu'on reçoit des dons. Et à quoi mesure-t-on la présence de dons? À cette émotion qui est la gratitude, qui va elle-même nous mettre dans une dynamique de dons à notre tour. C'est que pour manifester notre gratitude, on va aussi se mettre à prodiguer des dons. Et notre manière d'exprimer notre amour, c'est en faisant aussi des dons, c'est-à-dire en faisant la même chose, c'est-à-dire en faisant en prononçant des paroles valorisantes, en rendant des services, en faisant des cadeaux, en étant présent à l'autre, toutes ces formes de manière de se donner qui expriment notre amour. Donc, en fait, on arrive, si vous voulez, à, je dirais, une boussole émotionnelle avec ces 4 points cardinaux qui peuvent un peu résumer notre condition humaine et aussi notre manière de nous orienter. Évidemment, il y a 2 pôles vers lesquels on a envie toujours de s'orienter et dans lesquels on a toujours envie d'être. On voudrait ne vivre que d'amour et de beauté, ne revoir que des perfections et recevoir que des dons. Malheureusement, la vie est ainsi faite que nous devons affronter la mort, le danger, affronter la limite, les obstacles. Et à ce moment-là, nous devons apprendre à maîtriser, dominer et surmonter notre peur et notre envie. Et évidemment, là, on pourrait passer déjà beaucoup de temps sur ce schéma. Je dirais d'un point de vue normatif ou d'un point de vue thérapeutique, l'objectif, c'est toujours effectivement d'essayer de se tourner, de se retourner et d'aller vers la perfection et le don, vers cultiver l'admiration, cultiver la gratitude dans sa vie et se faire perfection et se faire don pour expérimenter la beauté et l'amour. C'est un peu, je dirais, la thérapie à laquelle j'invite à travers ce modèle. Alors, du coup, de ces 4 phénomènes, de ces 4 émotions, vont naître 4 soucis de soi. Alors, évidemment, beaucoup connaissent la pyramide de Maslow et il y a une similitude avec la pyramide de Maslow dans la mesure où il y a une hiérarchie un peu des besoins ou des ressentis et donc de l'impact émotionnel des différentes émotions. Il est vrai que, et là c'est en accord avec la pyramide de Maslow, où il met la sécurité à la base, la peur, la conservation de soi est le premier souci. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la peur, évidemment, tout le reste disparaît et il n'y a plus qu'une seule obsession, c'est la conservation de soi. Il faut que j'assure ma sécurité. Ça, c'est évidemment, et ça va m'empêcher justement de monter dans les autres niveaux de la pyramide, parce que quand j'ai peur, je pense pas de ça, je me demande pas si je vaux quelque chose, et si j'ai mieux réussi ma vie que les autres, ou si j'ai envie de m'accomplir, ou si j'ai envie de me donner. Je suis complètement obsédé par ma sécurité, par ma conservation. Donc ça, c'est un premier piège dans la vie et qui existe aussi évidemment au travail. C'est le piège du souci de la conservation de soi. Le deuxième, c'est le souci de l'estime de soi. Et là, ce n'est plus une menace physique par rapport au danger, c'est une menace psychologique. À chaque fois que je rencontre des obstacles, des privations, ce qu'on appelle aussi des frustrations, donc c'est effectivement voilà, un désir qui ne peut pas être assouvi, je vais avoir un problème d'estime. Mais qu'est-ce que je vaux, moi, puisque je ne peux pas accéder à telle et telle chose, surtout que je constate que d'autres, eux, n'ont pas les mêmes obstacles que moi et que eux ont accès à ces objets. Et donc, la question de l'estime va se poser et peut évidemment me miner, me centrer aussi sur moi. Donc, les conservations de soi et estime de soi me centrent sur moi-même et m'empêchent évidemment de penser à m'idéaliser, c'est-à-dire à m'accomplir et à me réaliser ou à me donner aux autres. Et donc, il faut avoir résolu ces problèmes de peur et d'envie pour pouvoir évidemment se donner pleinement à l'admiration, à l'émerveillement des beautés qui nous entourent et aussi au don de soi qui est évidemment nourri par les dons que l'on a reçus des autres. Et je dirais que dans le management, aussi, un manager doit avoir le souci de ces 4 niveaux pour manager ses collaborateurs. Il ne doit pas uniquement leur assurer la sécurité et un minimum de reconnaissance, notamment par des rémunérations et des primes, pour soigner en quelque sorte sa peur et son envie, mais il faut aussi pouvoir lui donner la possibilité de s'accomplir, de participer à une œuvre, d'œuvrer, ou la possibilité de se donner, de servir, et donc de se sentir utile. Donc, on reviendra après dans le management, comment effectivement on peut appliquer ça. Mais disons que voilà, j'invite le manager à avoir le souci de ces 4 niveaux quand il manage ses collaborateurs. Alors, vous allez me dire, mais du coup, que fait-on des autres émotions? Parce que voilà, ça, c'est les émotions d'Ekman, donc un grand spécialiste des émotions qui a beaucoup travaillé sur les expressions faciales
et qui a fait cette typologie d'émotions qui sont censées être universelles, et il l'a vraiment bien montré. Et je pense que le constat empirique que nous avons tous fait en voyageant un petit peu, c'est que quel que soit le pays où nous nous trouvons, quand nous voyons quelqu'un de joyeux, en colère, ou attristé, ou apeuré, eh ben, sans connaître la culture, ni la religion, ni la langue, nous pouvons nous dire, oui, cette personne est dans telle et telle émotion. Donc, effectivement, les expressions faciales sont les mêmes, elles sont prédéterminées par la nature, et on les retrouve. Et Ekman a même été voir les papous de Nouvelle-Guinée, et il a constaté qu'effectivement, l'expression de la tristesse, la colère, la peur était la même. Mais ces émotions sont donc, je dirais, impressionnistes, c'est-à-dire qu'elles sont à fleur de peau, elles sont à fleur de visage, et c'est celles que l'on voit, mais elles ne suffisent pas pour rendre compte de toute la subtilité et la complexité de la vie émotionnelle. Dans le modèle que j'ai développé, donc il y a les 4 émotions premières dont nous avons parlé, parce qu'elles sont étroitement liées à un phénomène, le danger, l'obstacle, la perfection et le don, mais il y a aussi 12 autres émotions qu'il faut prendre en compte pour avoir une palette suffisamment large d'émotions pour comprendre un peu le comportement des gens et les états affectifs dans lesquels ils peuvent se trouver. Alors là, vous avez 8 émotions, les 8 émotions de gauche, donc les 4 premières, et vous en avez 4 autres qui sont secondes, qui sont en violet, que j'ai mis en violet. Ces 8 émotions, et dans mon travail, c'est très important, et on le verra un peu plus tard, ces 8 émotions nous mettent en position d'infériorité et nous font ressentir un sentiment d'infériorité. Là, je m'appuie sur les travaux d'Alfred Adler, qui est un des grands fondateurs de la psychanalyse, qui a développé la notion de complexe d'infériorité, de sentiment d'infériorité. Mais cette notion de sentiment d'infériorité, elle avait déjà été vue dans l'Antiquité comme étant étroitement liée à l'envie, notamment. Et donc, les 4 émotions que nous avons vues, sentiment d'insécurité, sentiment d'infériorité dans l'envie, qui est un sentiment de diminution et d'impuissance. Dans l'admiration, on a un sentiment d'agrandissement et de perfectibilité, mais du coup, on est bien en position, on se sent petit quand on est admiratif. Et dans la gratitude, on a un sentiment d'adoption, on a un sentiment d'affiliation, que l'on est choisi par les autres. Et du coup, là aussi, on est en position d'infériorité. Mais dans l'admiration et la gratitude, on le vit très bien. Elles ne nous font pas souffrir, ces positions d'infériorité. Alors que dans la peur et dans l'envie, bien sûr. Et alors après, il y a d'autres émotions qui vont naître et qui vont renforcer le sentiment d'infériorité ou la position basse dans laquelle nous nous trouvons, telles que la jalousie, la honte, la culpabilité et la tristesse. Les 8 émotions à droite sont des émotions qui, en revanche, nous mettent en position haute, en position de supériorité. Et donc, mécaniquement, quand nous les avons, elles mettent l'autre en position d'infériorité, en position basse. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ça va expliquer, dans les dynamiques de communication, que les gens réagissent mal. Et une des émotions que depuis, je dirais, des siècles, les philosophes ont identifié comme étant un venin des relations, c'est le mépris. Personne ne supporte de ressentir que quelqu'un le méprise. Et le mépris, c'est bien une position haute. En anglais, on dit to look down on, c'est donc regarder vers le bas. Et donc, c'est bien, quand on méprise, on est en position haute. J'ai mis en rouge celles qui sont, je dirais, les plus dangereuses pour les rapports avec les autres. Le mépris, l'orgueil, la vanité, la colère sont évidemment des émotions où on se trouve en position haute, mais qui vont avoir des effets négatifs dans nos relations avec les autres. Et qui vont dériver notamment des émotions qu'on a vues avant, et notamment de l'envie. Bien souvent, c'est quand on se sent envieux qu'on essaie de se rehausser en prenant des postures et en rentrant dans le mépris, en rentrant dans l'orgueil, en rentrant dans la vanité ou en rentrant dans la colère. Et puis, vous avez 4 émotions qui sont aussi très importantes et qui, elles, dérivent davantage de l'admiration et de la gratitude, telles que la pitié, pitié ou compassion. Aujourd'hui, on n'utilise plus trop le terme de pitié, parce que justement, il instaure tout de suite un rapport hiérarchique. Quand quelqu'un dit qu'il a pitié de quelqu'un d'autre, on a l'impression qu'il se met en position haute, et la personne qui reçoit ce message a l'impression d'être en position basse, et va tout de suite dire « mais je n'ai pas besoin de ta pitié », et parce qu'il se sent évidemment abaissé par la pitié. Donc, on utilise maintenant plus le terme de compassion, mais c'est bien de la même émotion dont il s'agit, et c'est une émotion qui nous permet de ressentir la souffrance des autres. C'est une émotion, une des plus nobles. Pour Rousseau et pour Schopenhauer, c'est la plus belle des émotions et c'est la seule qui nous permet d'être vraiment entré en relation avec les autres, c'est de ressentir la souffrance que les autres ressentent. L'indignation, qui est liée au sentiment d'injustice, la joie, évidemment, car quand on est dans la joie, le monde est à nos pieds, la vie est belle pour nous, et donc nous avons une position de puissance et de supériorité. Et puis le dégoût, qui est une émotion qui est plus liée à tout ce qui doit nous entrer dans notre corps et qui est une émotion qui nous défend, mais qui nous met aussi en position haute
Et d'ailleurs, maintenant, on parle beaucoup de dégoût moral. C'est bien une posture de hauteur. Voilà, donc vous avez ces 16 émotions, 8 qui nous mettent en position basse, 8 en position haute et 4 qui sont vraiment fondamentales. Voilà, alors, la dernière chose que je voulais dire sur le modèle et sur la manière dont on peut l'appliquer et dans la manière dans laquelle je l'enseigne et j'y forme, c'est après qu'on a vu cette palette d'émotions, les relations entre… Alors là, je n'ai pas développé dans le livre, je décris beaucoup plus comment ces émotions s'agencent et comment les émotions en créent d'autres. Mais j'aimerais terminer sur cette première partie en vous disant comment maintenant on peut agir sur ces émotions. Non, ça fait 7 heures par jour. Il faut mettre 7 heures. Pardon? Excuse-moi. Puis la pause, il faut mettre 7 heures Est-ce par qu'il y a jour. quelqu'un, vous pouvez vous mettre sur mute Oui, il y a quelqu'un qui a mis laissé son micro et qui a une conversation. Je croyais qu'on me parlait. Donc, les 4 vecteurs par lesquels on peut agir sur ces émotions sont décrits sur cette diapositive. Donc, vous avez évidemment le corps. Donc, évidemment, c'est la première source puisque c'est les sensations, donc c'est les informations que capturent nos 5 sens qui me créent des émotions. Donc, je sens, donc je ressens. Et ce que je sens est ce que je ressens. Et là, évidemment, il y a énormément de techniques pour agir sur son corps. La respiration, l'alimentation, le sommeil, le yoga, le sport. Et puis, évidemment, de manière beaucoup plus passive, en ingérant des produits chimiques, des drogues, de l'alcool. Tout cela va évidemment agir sur mon état affectif. Donc ça, c'est un premier vecteur. Et il y a des gens qui sont plus portés à ressentir par leurs émotions par le corps et qui ont besoin davantage de travailler sur le corps pour se défaire de leurs émotions. Je prendrai les sportifs, les danseurs, les gens qui évidemment vivent essentiellement leur activité professionnelle et leur vie par le corps sont évidemment des gens qui ont besoin de ressentir les choses par le corps. Donc, c'est des personnes auxquelles il faut surtout faire des choses par leur corps et utiliser cette technique physique pour notamment se défaire de leurs émotions négatives. Le deuxième vecteur, c'est la parole. Je dis, donc je ressens. Ce que je dis est ce que je ressens. Et là, il y a évidemment énormément de techniques. La psychanalyse est une thérapie de la parole. L'hypnose, c'est une parole, mais il y a aussi de l'opno-hypnose. La communication non violente, la programmation neurolinguistique, la méthode Coué. La méthode Coué qui est une méthode d'autosuggestion et qui fonctionne. C'est-à-dire que la parole que je m'adresse agit sur mon propre état émotionnel. Et évidemment, ce qu'on va voir, c'est qu'évidemment, les paroles que l'on m'adresse agissent aussi sur mon état émotionnel. Une parole peut me mettre dans la joie, une autre parole peut me mettre dans la tristesse, dans la colère ou dans la peur ou dans l'envie. Donc, la parole est un deuxième vecteur et évidemment, en fonction de sa personnalité, de son identité, on va être beaucoup plus sensible à la parole. Évidemment, si je suis avocat, si je suis acteur, les mots vibrent plus. Je perçois davantage de sensations et d'émotions et les mots ont plus de puissance d'évocation et donc la parole m'affecte davantage. Et puis, il y a le comportement, j'agis donc je ressens, ou ce que je fais est ce que je ressens. Et là, évidemment, c'est par des actions que je change ou que j'essaye de modifier mes états émotionnels. Et les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, donc le cognitivo agit sur la pensée, c'est ce qu'on va voir après, et agit sur le comportement. On fait changer le comportement de quelqu'un pour essayer de soigner ses états affectifs névrotiques. Et enfin, le quatrième, et non le moindre, et pour moi le plus important, en tout cas, je crois, dans mon travail, la pensée. Je pense, donc je ressens, et ce que je pense est ce que je ressens. Si je pense mal de vous, je vais avoir des émotions négatives qui vont venir. Si je pense bien de vous, je vais avoir des émotions positives. Ça, les stoïciens l'avaient déjà dit, et les thérapies cognitivo-comportementales n'ont fait que reprendre les principes stoïciens. Il faut reformuler sa pensée, il faut réviser ses pensées et ses jugements pour réviser ses émotions. Et je pense que c'est un moyen très, très puissant d'action sur ces émotions. Et moi, dans mes séminaires, je fais surtout travailler sur la pensée, la parole et le comportement, le corps beaucoup moins. Mais la pensée est vraiment ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres de pensée. J'aimerais vous évoquer cette métaphore de Pascal que vous connaissez tous. L'homme est un roseau pensant, mais parfois on oublie après la suite de cette citation. Il dit « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. » Alors, vous voyez, une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Aujourd'hui, en période de pandémie, ça prend tout un sens. Mais
quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Et nous savons que, dans les 4 points cardinaux que nous avons vus, nous savons que nous allons mourir. Et Pascal finit ce passage, toute notre dignité consiste donc en la pensée. Mais ce qui caractérise l'homme, c'est sa pensée, c'est ses forces de l'esprit qui lui permettent de prendre possession de son corps, de son être, et de pouvoir agir sur lui, et donc qui lui crée cette liberté, par la conscience, cette liberté intérieure pour agir sur son état émotionnel. Et donc, c'est pourquoi la pensée est un vecteur très puissant pour agir sur ces états émotionnels. Puisque dans la pensée, vous avez l'imagination, vous avez la mémoire, et l'imagination est une grande source d'émotions. Nous nous imaginons énormément de choses, nous faisons des films, nous faisons des scénarios, et évidemment, des émotions naissent. Donc, il va falloir pouvoir contrôler son imagination, réguler son imagination, et aussi maîtriser sa mémoire. Voilà, des souvenirs remontent et des émotions renaissent. Et donc, vous voyez que là, l'esprit peut agir sur ces 2 facultés de mémoire et d'imagination. Voilà, je m'arrête là pour la première partie sur le modèle. Merci Thierry pour cette présentation déjà très claire sur le modèle. Donc, est-ce que vous avez des questions donc, ou des remarques Donc, je vous rappelle que notre temps d'échange sera après toute la présentation, mais est-ce que là, vous avez besoin de quelques précisions ou voilà, on a 5 minutes d'interaction à ce moment-là, soit dans le chat, soit vous pouvez prendre la parole, et je demanderai bien aux autres personnes qui ne parlent pas de mettre sur muet votre micro. Merci. Alors, nous avons une question de Hubert. Est-ce que la pensée n'est pas toujours la voie d'action à l'origine des autres ? Enfin, pas forcément, parce qu'il y a des choses qu'on fait sans y réfléchir, des actions physiques. Évidemment, ça passe par le cerveau, et donc évidemment, il y a évidemment toute action est impulsée par le cerveau, mais justement, il y a des réactions émotionnelles et des réactions comportementales qui ne nécessitent pas d'être en conscience de ce que l'on fait. Du coup, quand je parle de la pensée, c'est quand la raison est mobilisée pour observer, analyser l'état émotionnel et essayer d'agir dessus, de le raisonner, d'essayer de le… Donc, il y a… et puis, quand on est dans l'action, il y a beaucoup d'actions que vous faites je dirais, en pensée automatique. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui sont qui sont automatisées, je dirais, dans le cerveau, que vous les faites sans y penser. Vous les faites machinalement, d'ailleurs. Donc, tout, évidemment, ça veut dire qu'à un moment, il y a peut-être eu un processus d'apprentissage et qu'à un moment donné, ça a été conscient, mais maintenant, c'est devenu automatique. Et donc, quand je parle d'agir avec la pensée, c'est d'être en conscience pour agir. Merci Thierry. Nous avons donc une autre question de Anouk. Il n'y a donc pas d'émotion neutre, donc point d'interrogation. Est-ce que la méditation, par exemple, vise à atteindre une neutralité émotionnelle ? Oui, alors effectivement, il n'y a pas d'émotion neutre telle que si une émotion, c'est toujours soit un état de plaisir ou un état de peine. Une émotion, effectivement, il faut avoir perçu un stimulus de quelque chose qui peut me faire souffrir ou de quelque chose qui peut me faire du plaisir. Donc, l'indifférence n'est pas… Alors, il y a des psychologues qui mettent l'indifférence dans les émotions. Moi, je ne suis pas de cette chapelle. Je ne pense pas que l'indifférence est une émotion parce que justement, par définition, il n'y a pas de valence émotionnelle à l'indifférence. Il n'y a pas de notion de plaisir, de notion de peine. Et je pense que c'est vraiment constitutif d'une émotion. Enfin, ça fait partie de la définition depuis Aristote. C'est toujours un état de plaisir ou de peine qui amène donc à quelque chose d'agréable ou de désagréable. Et donc, oui, l'idée de si on chasse ses pensées, si on essaye de faire le vide, évidemment, à ce moment-là, on n'a plus d'émotion. On essaye de ne pas avoir quelque chose qui nous fait percevoir soit un plaisir, soit une peine. Ok, donc on va vers plutôt une neutralité émotionnelle. Ok, Warda nous dit merci Thierry, le rapport pensée, émotion, action est assez clair. Donc là, c'est plus une remarque. Françoise, j'espère que je vais bien reformuler votre question. Si vous mettez le yoga et l'alcool, je sens d'une manière plus ou moins positive selon mon hygiène de vie. Alors, non, enfin, c'est une énumération. C'est-à-dire que le yoga, et alors après,
il y a différents types de yoga et comment on le pratique. Je dirais que la plupart des gens, moi j'ai été comédien, on pratique du yoga avant de monter sur scène, on le pratique plus comme une gymnastique. Donc, une gymnastique qui nous permet de nous assouplir. Et donc, si je prends le yoga de base, le hatha yoga, qui sont des postures qui nous assouplissent, donc on est dans une forme de gymnastique. Donc là, je travaille en travaillant, en modelant mon corps, en l'étirant mon corps, je peux évidemment agir sur mon état émotionnel. Alors, l'alcool, évidemment, c'est deux choses très différentes. Après, je mentionnais l'alcool et les produits chimiques, et notamment tout ce qui est antidépresseurs, etc. Donc, tous les médicaments. Là, on travaille notre corps par l'ingestion de produits qui vont modifier notre état de conscience et notre état émotionnel. Et je ne prends pas l'alcool justement comme un bon moyen. Je le mentionne parce que beaucoup de gens essayent de soigner leur mauvaise humeur ou leur dépression par l'alcool. Donc, ils essayent. L'alcool qui, depuis Freud, a bien été, même avant, c'est une tentative d'oubli de soi. Donc, avec l'alcool, j'essaye de m'oublier, j'essaye de perdre ma raison, de ne plus être vraiment lucide et de sortir de moi. C'est une fuite, en fait. Il y a une fuite psychologique qui passe par l'utilisation des drogues et de l'alcool. Donc, pour fuir ma vie qui ne m'est pas satisfaisante, je vais utiliser l'alcool pour m'oublier. Ok, nous avons encore une remarque et une question. Donc, quand vous dites contrôler l'imagination, je dirais orienter l'imagination vers la positivité et l'innovation qui impacte notre pensée. Oui, enfin contrôler, oui, c'est-à-dire réguler son imagination, essayer de la maîtriser, surtout quand elle galope et qu'elle nous fait imaginer des choses soit trop grandes, trop belles, soit des choses trop négatives et trop dangereuses. Donc, c'est une remarque de Sana. Une question de Sandra. Ai-je bien compris? Considérez-vous la gratitude et l'admiration en énergie basse? L'intérêt, la créativité et la curiosité sont liés à la dopamine poussant vers l'action énergie haute, ou les situez-vous en termes d'énergie position? Donc déjà, gratitude et admiration, est-ce que ce sont des énergies basses? Non, absolument pas. Non. Ce que j'ai dit, effectivement, parce que là, on va vite et il faudrait plus de développement, c'est la position basse. C'est-à-dire, c'est ma position par rapport à l'objet, par rapport au don et par rapport à la perfection. Quand je le reçois, uniquement quand je le reçois. C'est-à-dire que quand vous me faites un cadeau, je vais bien tendre les mains et il y a un proverbe africain qui dit « la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit ». Quand on reçoit, parce que c'est toute la dynamique du don, c'est une dynamique de réception. C'est un rapport de réception au monde et aux autres, et donc ça me met en position basse. Mais je le vis très bien parce que justement, je reçois un bienfait. Et du coup, là, justement, va naître l'énergie de la gratitude, et qui est très puissante et qui, à mon avis, est la plus puissante. Elle est même plus puissante que la peur quand elle est réelle, quand elle est vraiment manifeste, quand on est vraiment dans une gratitude. Pour les gens pour lesquels on a de la reconnaissance, on pourrait faire n'importe quoi, on pourrait se donner, on pourrait même donner sa vie. Et l'admiration, c'est pareil, c'est une énergie. L'admiration, c'est l'enthousiasme. Et donc, uniquement quand je vois quelque chose de beau ou quelqu'un qui est un modèle, le premier report, il évidemment, en anglais, admiration se dit « to look up to ». Donc, c'est regarder vers le haut. Quand on admire, on regarde quelque chose que l'on met au-dessus de soi. Et de fait, ça veut dire que, en tout cas, au moment où on ressent cette émotion, on se sent petit, on est en position basse, mais au contraire, ça va justement déployer une énergie formidable d'agrandissement, de perfectibilité et d'enthousiasme, et je vais au contraire avoir une énergie folle. Donc, j'ai parlé plutôt d'une posture, d'une position, mais après, l'énergie qu'on en retire est formidable. Super. Une dernière remarque de Céline et après on pourra continuer sur l'application au management. Donc justement sur le lien, donc c'est intéressant l'énergie haute pour le détachement des pensées. La méditation Vipassana ou la méditation compassion peuvent aider à atteindre l'état de flow. Pour d'autres, l'effet procuré par un sport suffira. Oui, en effet. Oui, alors moi, je maîtrise pas comme Céline la méditation Vipassana, et donc je me fie à ce qu'elle en dit. Mais effectivement, la méditation peut aider certaines personnes. Pour d'autres, le sport suffira absolument. Certaines personnes, pour chasser leur colère, ils ont juste besoin de taper dans un punching ball ou d'aller courir, et puis après, ça va mieux. D'autres, il faudra qu'ils s'allongent par terre
parce que voilà, et qui réfléchissent et qui méditent et qui ferment les yeux. Donc évidemment, chacun aura des manières différentes de gérer ses émotions négatives et utilisera des techniques différentes. Celles qui marchent, il faut choisir celles qui marchent pour nous. Ouais, c'est ça. Okay. On a un dernier commentaire qui va nous permettre de continuer par Sandra qui nous dit que c'est très clair et merci. Donc voilà, donc c'était bien d'avoir cette petite pause pour faire un échange. Donc je vous laisse continuer Thierry sur la deuxième partie de votre exposé et l'application management. D'accord. Merci à ceux, excusez-moi pour les micros parce que c'est embêtant de couper votre micro. Pourquoi? Ah, il y a Christophe qui avait levé la main. Oui. Oui, effectivement. Bonjour Thierry, bonjour à tous. J'avais une question par rapport à la pyramide qui hiérarchise un certain nombre d'actions et qui mettait la conservation de soi en premier et le don de soi tout en haut. Et a priori, enfin, comme je le ressens, et je vois peut-être un semblant de contradiction entre la conservation de soi et le don de soi. Alors, je comprends que le don de soi, c'est quelque chose de volontaire, mais volontaire ou pas, je me demande par quel mécanisme est-ce qu'on peut renoncer à la conservation de soi pour faire le don de soi. Alors, je vais répondre à la question. Christophe, j'ai vu qu'il y en a une qui est passée sur la vanité. La vanité, je réponds tout de suite, rapidement. La vanité, c'est un sentiment de supériorité dans le regard des autres. C'est le deuxième phase de l'orgueil. L'orgueil, c'est de vouloir se sentir supérieur par soi-même. La vanité, c'est vouloir se sentir supérieur dans le regard des autres et donc dans l'apparence de soi. C'est qu'on a une apparence, il faut se trouver une apparence de supériorité pour avoir l'impression d'être admiré et donc d'être en position haute par les autres. Pour répondre à la question de Christophe, en fait, ce sont des soucis qui naissent quand on est dans l'état émotionnel en tant que tel. Donc, quand je suis dans la peur, c'est la conservation. Mais dès que je ne suis plus dans la peur, ce n'est pas la conservation de soi qui m'anime, parce que je n'ai pas peur. Donc, c'est un souci qui naît tant que je suis dans cet état affectif, qui naît par une émotion et qui reste tant qu'on est dans cette émotion. Ensuite, donc, le don de soi va être nourri justement par les dons que l'on reçoit. Plus j'ai reçu des autres et plus j'ai envie de me donner à eux. Et c'est ce qui fonctionne aussi dans des relations d'amitié ou des relations d'amour. Mais du coup, c'est sûr que justement, la conservation de soi et le don de soi sont totalement antagonistes, je suis bien d'accord, mais justement, qu'est-ce qui les régule? C'est justement qu'ils correspondent à deux états émotionnels différents. Pour justement vaincre ma conservation de soi, il faut que je sois dans la gratitude et je sois dans le don de soi. Moi, je travaillais beaucoup avec les militaires et les militaires, quand on leur demande pourquoi ils ont pris tel risque sur le champ de bataille pour aller sauver un camarade, pour aller le porter, etc., ou pour aller mener une mission de récupération, où donc ils vont exposer leur vie, la réponse qui est la plus fréquemment utilisée, c'est parce qu'il aurait fait la même chose pour moi. C'est-à-dire que c'est un camarade, un camarade c'est quasiment un frère, c'est un frère d'armes, et ils sont dans une gratitude mutuelle, voire une gratitude anticipée. Ils savent tous qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, et que donc, il va me protéger, je vais le protéger, il m'assure, je l'assure. S'il m'arrête quelque chose, il ne me lâchera pas. S'il lui arrive quelque chose, il ne me lâchera pas. Et donc, c'est parce qu'on a cette gratitude et cette confiance mutuelle qu'on a gagnée par tout l'aguerrissement de nos expériences passées qui va me permettre de surmonter ma peur. Je vois un frère d'armes en danger, je surmonte ma peur parce que j'ai envie de me donner, parce que la gratitude, justement, me permet de surmonter. Je peux me donner à ceux qui m'ont donné ou sont capables de se donner autant à moi. Donc, en cela, on peut justement surmonter cette contradiction, c'est-à-dire surmonter cet antagonisme ou cette dialectique de la conservation de soi et du don de soi. Et je pense que voilà, les parents ne réfléchiraient même pas à donner leur vie pour leur enfant. Ils voient leur enfant en danger, ils vont courir. Une mère qui voit son enfant sur un champ de mine, elle va courir pour aller le récupérer et elle va risquer sa vie parce que c'est un don pour elle, c'est le don de sa vie, c'est son enfant. Ok. On prend une dernière question et après on les garde vraiment pour après, mais c'était Lina qui avait levé la main et que je n'avais pas vue. Donc Lina, je vous laisse la parole rapidement pour une dernière question avant qu'on continue la suite de la conférence.
Oui, merci beaucoup. Merci Thierry pour votre présentation. En fait, j'aimerais savoir d'un point de vue pratique par rapport à ces sentiments dans l'application du management, notamment dans ces contextes-là où il y a le télétravail et c'est très compliqué en fait de se montrer, on va dire, compréhensif vis-à-vis de plusieurs situations. J'aimerais bien savoir comment toute cette théorie, en fait, puisse exprimer vraiment dans un contexte comme celui qu'on vit, parce que ce n'est malheureusement pas ce qu'on voit dans plusieurs cas. Donc, il n'y a pas forcément des managements qui sont là en train de prendre des attitudes vraiment des compréhensions, des compassions, voilà, des créativités à l'ensemble, mais plutôt des rigidités, d'observation, des contraintes. Et cela forcément ne va pas du tout dans le même sens. Donc, j'aimerais bien savoir de votre point de vue comment ça pourrait se manager. Merci. Oui, eh ben alors justement, ça, je pense que ça fait la bonne transition parce que j'allais parler du management et de voir comment maintenant, une fois qu'on a vu ce modèle, comment on peut l'appliquer au management. Et donc, ça va me permettre de répondre à votre question. Donc, Jessica, si Ouais, on… parfait, Sandra, il y avait une autre question, je la garde pour après. D'accord. On enchaîne, ouais, voilà. D'accord. Alors, donc voilà, là, on a vu le modèle. Maintenant, on va voir comment l'appliquer au management. Et donc, d'abord, où l'intelligence émotionnelle va jouer, c'est dans la répartition de son temps, de son investissement entre les différentes responsabilités managériales qu'on peut avoir. Et je distinguerai 4 principales dimensions du management. Il y a la management de projet, donc c'est les responsabilités du projet qui nous sont confiées et des objectifs que l'on a à atteindre et qui renvoient là à l'intelligence cognitive. Si on a été nommé manager d'un projet, c'est parce qu'on pensait qu'on avait les compétences techniques pour comprendre le projet et mener à bien le projet. Donc ça, c'est une des dimensions du management et qui est bien souvent surinvesti, je dirais, puisque le manager a tendance à y consacrer beaucoup, beaucoup de temps. En revanche, il y a 3 autres dimensions du management qui, elles, relèvent plus de l'intelligence émotionnelle, puisqu'elles impliquent des relations humaines. C'est le management d'équipe. Alors ça semble aller de soi, puisqu'on nous confie une équipe, on nous confie donc voilà, un groupe humain. Donc, c'est une première dimension qui nécessite une intelligence émotionnelle, mais il y a le management de personnes, c'est-à-dire des personnes qui constituent cette équipe. Chaque personne a besoin d'avoir un rapport privilégié avec son manager, d'avoir un contact particulier avec lui, et le manager se doit effectivement de consacrer du temps à chacun des membres de son équipe pour que chacun se sente suffisamment important, suffisamment membre de l'équipe. Et donc là aussi, c'est une dimension spécifique du management, c'est passer du temps avec les personnes. Et enfin, le management de crise, où là, évidemment, il y a beaucoup d'émotions, puisqu'il y a un dysfonctionnement dans le fonctionnement de l'équipe, et donc il y a en général, les émotions sont exacerbées. Donc ça, c'est ces 4 dimensions, et déjà, la première, je dirais, l'intelligence émotionnelle va nous aider à savoir comment je répartis mon temps, mon énergie, mon attention entre ces 4 dimensions et comment je peux notamment déléguer un maximum de choses sur la partie technique pour pouvoir en consacrer davantage à diriger les personnes, à mener l'équipe. Et donc, ce que j'appelle management de personnes, c'est le temps que je passe avec 1 ou 2 personnes. C'est le maximum que l'on puisse imaginer pour avoir un rapport vraiment privilégié, un rapport vraiment particulier où il peut se tisser des liens personnel, il ne faut pas être à plus de 1 ou 2 personnes, donc une réunion, pas plus de 1 ou 2 personnes. En revanche, puisque qu'on a plus de 2 personnes, c'est une réunion d'équipe et c'est un autre type de management. Donc ça, c'est les 4 dimensions. Et ensuite, ça, c'est en tant que manager, et notamment dans le management de personnes, il faut que je veille à tenir aux 5 vecteurs de bien-être et de motivation ou de souffrance au travail de mes collaborateurs. C'est pour ça qu'il faut faire du management de personnes, il faut pouvoir consacrer du temps à chacun pour savoir effectivement est-ce qu'il est content du contenu de son travail, est-ce qu'il est content des outils de travail qu'il a pour accomplir son travail, content de l'environnement de travail, du lieu dans lequel il travaille, de son bureau, des conditions dont il dispose, est-ce qu'il est content des relations qu'il a au travail, relations avec ses collègues, mais aussi relations avec son manager, et enfin, est-ce qu'il est content de sa rémunération. Ces 5 vecteurs peuvent créer des émotions positives ou des émotions négatives. Et donc, en tant que manager, on se doit de passer un peu en revue tout ça pour voir pour essayer de comprendre, et ça permet de diagnostiquer pourquoi quelqu'un n'est pas content au travail, est démotivé, est déprimé. Peut-être qu'il n'est pas content du contenu, il n'a pas l'impression d'avoir les outils pour faire son travail correctement, il n'est pas content de ses lieux, il n'est pas content des relations ou il n'est pas content de sa rémunération. C'est évidemment 5 vecteurs. Et alors, une fois qu'on a… ça, ce sont un peu je dirais les vecteurs sur lesquels il faut
il faut se concentrer. Ensuite, il va falloir justement leur donner une couleur émotionnelle particulière et comment un manager peut agir sur tous ces aspects, eh bien, en se faisant danger, se faisant levée d'obstacles et donc récompense, se faisant perfection ou se faisant don. Les 4 instruments de management qui sont au cœur du modèle Homo Emoticus sont ces 4 qui donc sont utilisés communément. Donc en fait, je n'invente rien, je ne fais que relire et je dirais réorganiser des choses que la plupart d'entre vous savent et en montrant quel est l'impact émotionnel. Si j'utilise le danger, autrement dit, si je commence à utiliser la menace et la punition, évidemment, le code couleur, là, c'est le noir, je vais évidemment susciter la peur chez mes collaborateurs. Si, en revanche, j'utilise des promesses, je donne des récompenses et donc je lève les obstacles à un certain nombre de désirs, je vais pouvoir séduire et donc j'active et je mobilise l'envie de mes collaborateurs. Si je me montre exemplaire et si je montre l'exemple, j'édifie, je suscite l'admiration et donc c'est un autre vecteur, c'est un autre instrument de management. Et enfin, si j'utilise la bienveillance et que je suis au service de mon équipe, je vais susciter la gratitude. Et si je ne joue que sur un seul registre, je vais progressivement incarner une de ces 4 figures. C'est-à-dire que si je ne suis que sur le registre de l'intimidation, de la menace, de la sanction, de la punition, je vais être perçu comme un tyran. Et on va avoir l'impression d'avoir un management tyrannique qui fait peur, qui stresse et qui, évidemment, rend la vie infernale. En revanche, si j'utilise exclusivement la séduction, les promesses, les récompenses, je joue le magicien, je fais miroiter des choses aux gens et je suis perçu comme quelqu'un qui a le pouvoir magique de donner à ses collaborateurs ce qu'ils désirent. Et donc, il y a un rapport de fascination qui peut s'instaurer, un rapport de gourou en quelque sorte, un rapport de magicien. On est perçu un peu comme un magicien, celui qui peut lever les obstacles à mes désirs. Si je joue beaucoup la carte de l'exemplarité et que je montre l'exemple, je vais être perçu comme un maître, comme un modèle, comme un héros. Et enfin, si je joue beaucoup le registre de la bienveillance, je vais être perçu comme un parent. Alors évidemment, là, il n'y a aucun manager qui rentre exclusivement dans une de ces cases. En fonction, moi j'ai rencontré des personnes qui, en fonction des personnes qu'ils ont à manager, sont perçues soit comme un tyran, soit comme un parent. C'est-à-dire qu'avec certaines personnes, ils utilisent beaucoup la menace, la sanction, et avec d'autres, ils se montrent très bienveillants. Donc, ça veut dire que c'est des registres que l'on peut tous utiliser. Et par contre, on peut avoir une certaine dominante. Il y a des gens qui abusent peut-être un peu trop de la menace et de la punition, et donc un management un peu trop tyrannique, ou utilise un peu trop le registre de la séduction. Voilà. Donc là, après, c'est à chacun, mais on a tous plus ou moins eu recours parfois à ces 4 instruments, et parfois on a pu être perçu comme incarnant une de ces 4 figures. Évidemment, ce que je prescris, c'est davantage de travailler son côté maître et son côté parent, c'est-à-dire essayer d'inspirer l'admiration par l'exemplarité et par l'exemple, et puis inspirer la gratitude en se montrant bienveillant et au service de ses collaborateurs. Alors, pour incarner encore plus justement ces registres, eh bien, on peut travailler sur… on a vu qu'il y avait 4 manières d'agir sur les émotions, la parole, la pensée, le corps et les actes. Et évidemment, quand je veux agir sur les émotions de quelqu'un, je n'ai plus que la parole et les actes, parce qu'évidemment, sa pensée et son corps ne me sont pas accessibles. Donc, je peux manager par la parole et je peux manager par l'action. Et alors, manager par la parole, ça veut dire, je manage par la voix, donc je peux déjà crier, et c'est déjà un type de management. Il y a le langage, donc la voix et le langage, c'est ma parole personnelle. Et ensuite, il y a des registres de paroles qui sont propres au manager, qui sont des paroles de pouvoir, que sont le discours. J'ai l'initiative de pouvoir faire des discours à mon équipe, et c'est une de mes prérogatives. Je peux donner une vision à mon équipe, donc un avenir dans lequel on peut se projeter, et je peux donner des ordres. Ça aussi, ce sont 3 types de paroles qui sont du registre propre du manager. Et puis, on peut manager par l'action. Alors, l'action, elle commence déjà par la présence physique. Donc, en fait, les schémas que je vais vous montrer sont à lire dans le sens des aiguilles d'une montre, mais un peu comme un compteur de vitesse dans une voiture. C'est-à-dire que l'aiguille monte progressivement, il y a un crescendo. Donc, évidemment, la première action, c'est d'être présent
d'être présent physiquement auprès de ses collaborateurs. Après, évidemment, une fois qu'on est présent, il y a l'expressivité physique, les attitudes qu'on va avoir qui vont pouvoir déclencher des émotions, et puis les opérations physiques que l'on met en place. Puis il y a la présence morale et les opérations morales que l'on prodigue. Tout ça, c'est ce que j'appelle l'action personnelle. Et puis après, il y a les actions qui vont relever particulièrement du pouvoir dont je dispose en tant que manager, un pouvoir à la fois matériel et moral sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Alors, pour cette présentation, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai décidé de vous parler surtout de la parole, donc de manager par la parole, et ça va plutôt avec justement ce que l'on évoquait avant, c'est-à-dire qu'on est à distance et on se voit à travers des écrans et on se parle. Et donc, la parole est beaucoup plus, évidemment, en ce moment, un vecteur privilégié pour agir émotionnellement sur nos collaborateurs. Et alors, la parole, comme vous le voyez, on décline le modèle. Ma parole peut se faire danger. Et donc, c'est ma parole qui devient menaçante. Elle peut se faire récompense, c'est-à-dire levée d'obstacles. Et donc, elle se fait séduisante. Elle peut se faire perfection et elle devient édifiante. Et elle peut se faire don et elle devient bienveillante. Et alors, on va regarder en détail comment on peut décliner quels sont tous ces registres de paroles menaçantes, séduisantes, édifiantes, bienveillantes que j'ai essayé de faire, de cartographier dans mon ouvrage. Alors, oui, une petite précision, la parole a vraiment un impact phénoménal sur le plan émotionnel et donc sur le plan comportemental sur les gens. Je ne mentionnerai que deux effets psychologiques qui sont maintenant très, très bien, je dirais, établis par la littérature et les études. C'est le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Quand j'exprime des attentes positives vis-à-vis de quelqu'un, statistiquement, je vais améliorer sa performance. À l'inverse, si j'exprime des attentes négatives, je vais nuire à sa performance. Donc, c'est ce que ce schéma essaye d'illustrer. Tu es magnifique, j'ai toujours su que tu réussirais. Je renforce la probabilité que cette personne puisse réussir uniquement par l'influence de ma parole. Je reçois une parole qui me donne de la confiance et qui va me permettre de mieux agir. Et inverse, si je reçois des paroles négatives, ça va saper ma performance. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Donc, il faut aussi mesurer qu'à chaque fois que je prononce une parole vis-à-vis de quelqu'un, si cette parole exprime des attentes positives, j'encourage sa performance, ça va avoir un effet émotionnel sur cette personne et un effet sur sa performance. À l'inverse, si j'exprime des attentes, je sais que tu es nul, tu n'y vas pas y arriver, évidemment, j'affaiblis potentiellement sa performance. Ça, c'est un premier effet où on mesure vraiment l'impact de la parole reçue de quelqu'un à qui on attribue une certaine autorité. Donc, les parents, les professeurs, mais aussi un supérieur. Et enfin, il y a un deuxième effet dont il faut tenir compte, notamment dans l'usage de la parole, c'est le biais de négativité. C'est-à-dire que alors là, c'est aussi donc c'est un biais cognitif, hein, c'est-à-dire que notre cerveau a tendance à focaliser sur le négatif. Si je vous fais un compliment, puis après je vous fais une critique, eh ben, il y a de grandes chances que vous soyez beaucoup plus focalisé après sur la critique. Et il y a même donc des psychologues et des chercheurs qui ont essayé d'évaluer même le ratio qu'il faudrait pour établir l'équilibre, à la fois dans les relations de couple, mais aussi dans les relations au travail. Et les ratios sont entre 5 et 6. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, pour effacer une critique, il faudrait 5 compliments. Parce que donc, les expériences négatives marquent davantage que les expériences positives. Et l'impact émotionnel d'une parole négative est plus fort que l'impact émotionnel d'une parole positive. Et donc, il y a même un chercheur qui prétend pouvoir prédire les taux de divorce en regardant ces ratios. Si vous avez une relation de couple où il y a autant de compliments que de reproches et de critiques, eh ben, en général, c'est des couples qui apparemment ont plus de chances de capoter que des couples où il y a 5 fois plus de paroles élogieuses et bienveillantes que de paroles critiques. Donc ça, donc il faut mesurer que, pour ça qu'il faut être prudent. L'effet Pygmalion, ça nous mesure la sensibilité à la parole d'autrui, et les biais de négativité nous montrent qu'en plus, nous sommes câblés, je dirais, cérébralement pour donner plus d'importance au négatif. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, je crois. Une crise cardiaque. Oui. Est-ce que vous pourriez éteindre votre…
Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro? Il y a quelqu'un? Alors, donc là, je vais vous montrer un peu comment on se déploie ces différents registres. Et là, il y a la parole menaçante. Ça commence à l'injure. Ah, quand elle passait. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Qui pourrait… Merci. Donc là, la parole menaçante, ça commence à l'injure, parce que l'injure est déjà, suggère déjà un danger, une menace. L'intimidation, qui est une menace plus implicite, la menace. Et puis, après, il y a le chantage, donc à la manière je dirais, de Pablo Escobar, plomo au plata, donc soit vous prenez l'argent, soit je vous tue. Donc, c'est évidemment un chantage au danger. Et puis, l'ultimatum qui est utilisé notamment dans les relations internationales, c'est la dernière parole prononcée avant la violence, avant l'agression. Donc, c'est le dernier mot, c'est l'ultima verba avant. Donc, quand on reçoit un ultimatum, on sait que si je ne me plie pas à cet ultimatum, je vais recevoir une agression. Donc ça, c'est les différents registres de la parole menaçante. Mais la parole séduisante, alors il y a l'obséquiosité, donc c'est un excès de politesse et de révérence. Donc c'est formellement donner l'impression à la personne qu'elle est plus importante qu'elle ne l'est vraiment, auquel s'ajoutent évidemment des flatteries. Donc ça, c'est des paroles séduisantes où la personne se sent rehaussée. Et évidemment, quand elle est envieuse ou vaniteuse, ça va évidemment lui faire du bien. La vantardise, en tant que manager, c'est pouvoir prétendre avoir le pouvoir d'obtenir des choses pour son collaborateur. Voilà, le président ne peut rien me refuser. J'ai son oreille, et tu auras ta promo. Voilà. Donc il y a tout un langage, tout un registre. La promesse, faire des promesses. Le mensonge, prétendre avoir effectivement des pouvoirs qu'on n'a pas ou des qualités que l'on n'a pas. Et puis le marché, c'est vraiment là, le dernier niveau, c'est donnant-donnant. Si tu fais ça pour moi, tu auras droit à ça. Voilà. Et donc là, c'est des paroles séduisantes qui permettent de manager les personnes sur le registre en mobilisant leur envie et à travers l'envie, évidemment, notamment la vanité. Les paroles édifiantes, eh bien, elles commencent. Donc, c'est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et comme un cadran de vitesse. La galanterie, c'est donc formellement, c'est des manières. Évidemment, ça peut déjà être dans les paroles édifiant de voir quelqu'un qui a de bonnes manières, qui parle avec… Mais l'éloquence, la poésie, c'est quelqu'un qui est capable de faire des métaphores, d'être très évocateur ou de faire vibrer les mots, de faire rimer les mots éventuellement. Donc la poésie, l'expertise, savoir bien parler du métier, maîtriser son sujet, la connaissance, toute forme de connaissance, de sagesse. Donc là, c'est plus sur le savoir-vivre, sur la philosophie de la vie, la sincérité et la bienveillance vis-à-vis des autres. Tous ces spectacles-là que l'on voit chez une personne et chez un manager peuvent édifier potentiellement un collaborateur et donc susciter en lui de l'admiration. Évidemment, on peut mobiliser tous ces registres en fonction de sa personnalité. Et puis, les paroles bienveillantes, alors la parole, là on va aller décrescendo en quelque sorte de la parole la plus haute que l'on puisse recevoir à la parole la plus basse que l'on puisse recevoir. Donc, quand un manager est en position de rendre la justice, donc le jugement, c'est la parole la plus haute, mais c'est aussi une parole bienveillante, c'est quand il rend la justice, il arbitre un litige, un contentieux dans une équipe, et donc c'est cette parole qu'on attend de lui, on attend qu'il soit juste, qu'il ait une parole juste. En dessous, il y a le pardon, donc c'est faire preuve de clémence, donc avoir des paroles d'indulgence, de clémence. L'enseignement, quand le manager enseigne des choses, transmet ses connaissances. Donc là, c'est des paroles quand même qui sont descendantes, mais qui sont bienveillantes. C'est des paroles qui viennent d'en haut, mais qui sont bienveillantes. Le conseil, je donne des conseils à mes collaborateurs, je les défends, le plaidoyer, je les complimente. Et ça, c'est une parole qui a besoin d'être utilisée aussi, je dirais, régulièrement. Je les encourage, je les console. Donc là, vous voyez, ça, ce sont des paroles qui sont descendantes. Et puis, vous avez des registres de paroles qui sont plus ascendantes. Et donc, ça commence par… donc, c'est encore la parole la plus haute, la politesse. Mais la politesse, c'est toujours… quand quelqu'un est poli avec nous, il nous met en position haute. C'est le fameux « après vous » dont parlait Lévinas. La politesse, c'est faire passer les autres avant soi. Et donc, c'est en quelque sorte, effectivement, mettre la personne en position haute. Donc, la politesse,
la douceur, l'approbation, c'est-à-dire une parole qui approuve ce que quelqu'un dit. Et donc, ça, c'est une parole donc bienveillante et qui est une parole donc là où vous voyez que la personne qui le dit est en position basse. Quand je fais preuve d'approbation ou quand je remercie, je me mets bien en position basse. Où je demande de l'aide, la sollicitation, où je m'excuse, où je me repens. Et la parole la plus basse dans laquelle on puisse se mettre en tant que manager, c'est confesser une faute, confesser une erreur. Alors évidemment, tous ces registres-là doivent être utilisés de manière, je dirais, à point nommé. C'est des registres qui doivent ponctuellement être utilisés, mais qui font énormément de bien dans la relation, qui permettent de restaurer la relation, comme l'excuse, le repentir, la confession. Je prendrai l'exemple de Carlos Ghosn qui est venu au JT de TF1 pour se repentir d'avoir accusé à tort des collaborateurs de Renault d'avoir divulgué des secrets industriels. Il avait donc jeté l'opprobre sur ces personnes, puisqu'il les avait nommées, et donc il est venu s'excuser et se repentir de l'erreur qu'il avait commise. Et évidemment, c'est le minimum que l'on peut attendre d'un manager quand il a commis une erreur, il a par exemple accusé à tort quelqu'un, de devoir se repentir de l'avoir fait. Et donc, voilà, c'est 16 registres de paroles qui nous mettent, qui sont des bienveillances, qui sont des dons reçus et qui peuvent créer de la gratitude chez un collaborateur et qui, donc ces 8 registres-là, nous mettent en tant que manager en position basse, mais qui, justement, font du bien. Ce sont des paroles ascendantes, du coup, que l'on reçoit d'un manager. Et donc, il faut savoir aussi jouer avec ces paroles, et notamment les remerciements qui doivent être utilisés abondamment pour valoriser ces collaborateurs. Donc, pour répondre à la question, c'est tous ces registres-là qu'il faut explorer, et notamment en ce moment, les paroles d'encouragement, les paroles de consolation, une présence morale, de l'écoute, de l'empathie, il y a de la compassion, justement. Tout ça, c'est évidemment ce sur quoi, en ce moment, les managers doivent davantage investir pour soutenir leurs collaborateurs. Et là, on a vu que le registre de la parole, pour le registre de l'action, évidemment, il faudrait une autre conférence ou que vous regardez dans le livre où évidemment, je décris les différents registres d'action que l'on peut mener et qui doivent venir, évidemment, compléter les registres des paroles. Parce qu'évidemment, les paroles ne suffisent pas, il va falloir après poser des actes et des actes qui soient en cohérence avec les paroles. Voilà, alors, juste pour finir, donc le discours, un discours, il va évidemment se nourrir de tous ces registres. Donc, un discours menaçant, il va y avoir de l'injure, de l'intimidation, de la menace, des ultimatums. Voilà, ça, c'est un discours menaçant. Un discours séduisant, il va y avoir de la flatterie, il va y avoir des promesses, il va y avoir des mensonges, il va y avoir des… Voilà. Donc, tous les registres qu'on a vus vont être mobilisés pour faire un discours uniquement séduisant. Ou un discours édifiant, il va y avoir de l'éloquence, il va y avoir de la poésie, il va y avoir de l'expertise, il va y avoir de la sagesse, il va y avoir de la sincérité. Et puis, il va peut-être y avoir une parole bienveillante pour quelqu'un. Et donc, tout ça, ça va nous édifier. Ça va être un discours édifiant. Et un discours bienveillant va utiliser tous les registres que l'on vient de voir. Il va y avoir des compliments, des encouragements, des excuses, des consolations. Enfin, tous ces registres-là, évidemment, après, on les combine pour faire un discours qui sera essentiellement bienveillant. Évidemment, on peut combiner bienveillant et édifiant. On peut jouer sur ces 2 registres pour susciter à la fois admiration et gratitude. Évidemment, après, on peut difficilement mixer les autres registres. On ne peut pas faire à la fois un discours menaçant et bienveillant. Vous voyez, évidemment, ça va être compliqué de commencer par des injures et puis après, même si après on a des remerciements et des compliments, ça va être difficile de les recevoir puisqu'on a vu qu'il y a un biais de négativité qui fait qu'on va donner plus d'importance aux paroles négatives qu'aux paroles positives. Et enfin, le dernier registre sur lequel on peut évidemment utiliser ces paroles, c'est sur la vision, les visions que l'on doit donner à ces collaborateurs, c'est-à-dire l'avenir dans lequel on veut les amener, on veut qu'ils puissent se projeter un avenir commun, un projet commun, et c'est cette vision-là qu'il faut pouvoir décrire. Alors, ceux qui le faisaient très bien dans le registre de la beauté, c'était par exemple Steve Jobs, qui arrivait à entraîner ses équipes en leur donnant une vision de beauté. On va faire le plus bel ordinateur du monde, on va faire le plus beau téléphone du monde. Et évidemment, là, on se sent œuvrer à quelque chose, à un bel ouvrage. Et évidemment, on est transporté et on est admiratif et on a envie de se donner. Et une vision de communion. Alors récemment, par exemple, Emmanuel Faber, je crois, a essayé de jouer sur ça avec tout son programme One Planet, One Health, où il a essayé de positionner Danone comme une entreprise à mission et avec cette vision que Danone allait œuvrer
à une alimentation saine pour l'humanité. Donc, ce programme One Planet One Earth, il a joué sur ça et sur motiver ses troupes en disant, ben voilà, nous, on n'est pas seulement une entreprise qui fait de l'argent, on participe de la santé et d'une alimentation saine pour l'humanité. Donc, et c'est notamment cette nouvelle législation sur l'entreprise à mission joue, je crois, sur ça. C'est essayer de projeter les personnes dans un service, dans servir les autres à travers son engagement professionnel. Et donc, une vision de communion permet de porter ça. La vision de cauchemar, alors, on en parlait tout à l'heure, effectivement, ça peut être l'exemple que j'aime nommer parce que c'est un exemple réel, c'est le fameux discours de Didier Lombard à Orange où il parlait de voilà, on allait mettre 22 000 personnes à la porte et ils allaient passer par la fenêtre s'ils ne voulaient pas passer par la porte. Et évidemment, ça, c'est une vision tout de suite qui peut faire peur. Et il y a donc certains entrepreneurs peuvent l'utiliser. Bolloré et Ghosn, Carlos Ghosn, ont, et c'est pour ça, ce n'est pas un procès d'intention que je leur fais, c'est eux qui ont assumé dans des conseils d'administration le fait d'utiliser la peur et d'insuffler la peur dans le personnel de Canal+, ou dans le personnel de Renault. Donc, ils ont assumé ça par des paroles, donc ils assumaient d'utiliser la peur. Et donc, il y a des entrepreneurs qui n'excluent pas de devoir utiliser la peur. La vision de rêve, évidemment, c'est plus évidemment la vision à la Jordan Belfort que l'on peut voir dans Le Loup de Wall Street, c'est-à-dire faire miroiter un avenir radieux. Si vous faites ce que je vous dis, vous allez devenir riche, vous aurez le droit à tel et tel bonus, à telle et telle prime, et vous pourrez faire telle et telle chose, etc. Donc, faire visualiser un avenir radieux, une vision de rêve, ça, c'est aussi utilisé, notamment dans les départements de commerce, dans les métiers, évidemment, de l'argent. On peut souvent utiliser des visions de rêve pour motiver ses troupes. Voilà, je m'arrête là. On a vu donc les différents registres de la parole. Il resterait à voir évidemment le registre de l'action, mais vous voyez comment on peut en fait faire de chacune de ces paroles soit un danger, soit une levée d'obstacles, soit une perfection, soit un don à travers tous les registres que l'on a vus. Merci Thierry pour ce challenge d'avoir résumé en tout cas sur la côté parole et d'avoir respecté le timing. Donc merci beaucoup. Donc on a dans le chat quelques questions du coup. Donc merci pour cette présentation claire et riche. Et donc c'est Kadia qui nous dit: on voit bien l'importance des émotions dans la conduite des hommes, notamment en entreprise. Il sera donc important demain d'explorer l'intelligence émotionnelle d'un dirigeant pour éviter des erreurs de casting en recrutement. Alors deux questions: quid de l'éthique? Et faut-il faire appel à AI? Je suppose que c'est intelligence artificielle, donc à AI plutôt. Alors, avec l'importance de la conduite des hommes, notamment en entreprise, absolument. Donc là, on est d'accord, Kadia, il sera donc important d'explorer absolument. Oui, il faut absolument explorer l'intelligence émotionnelle d'un dirigeant. Et d'ailleurs, je pense que de plus en plus, ça fait partie des critères. Ça devient, dans des grandes entreprises, on commence à mesurer l'importance, le coût de l'incompétence émotionnelle. C'est-à-dire, dans le management, ça a des conséquences sur les risques psychosociaux, sur le taux de rotation du personnel, sur tous les burn-out, etc. Donc, je veux dire, c'est pas neutre et ça coûte à l'entreprise le mal management. Le manager qui n'a pas d'intelligence émotionnelle et qui suscite essentiellement des émotions négatives au lieu des émotions positives, ça a des coûts. Quid de l'éthique? Justement, je crois que l'intelligence émotionnelle apporte des réponses à une éthique managériale, puisque voilà, on a vu des registres, le registre de l'exemplarité et de la bienveillance, donc de l'admiration et de la gratitude, permettent justement d'avoir un comportement éthique qui est respectueux des personnes et qui essaye de les inspirer et de leur assurer un bien-être au travail. Donc, je pense que l'intelligence émotionnelle et donc notamment Homo emoticus permet d'avoir un management éthique puisqu'il nous invite à cultiver l'exemplarité et la bienveillance et d'en faire les deux moteurs principaux de son management. Et je pense qu'en les mettant en avant, ces deux moteurs, on respecte la dignité des personnes et on leur assure un bien-être au travail, puisqu'on va être soucieux du contenu de leur travail, des outils qu'ils utilisent, du lieu où ils travaillent, des relations, de la rémunération. On va essayer de faire en sorte que les personnes se sentent bien dans l'entreprise. Super, on a une autre question de Cécile. Dans le schéma des 16 émotions, comment se sortir d'un profil qui met en œuvre les émotions de droite, qui étaient dans la droite, donc le mépris, l'orgueil, la vanité, la colère, pour rééquilibrer les positions?
Oui, eh bien donc, c'est-à-dire que là, justement, ce qu'il faut… alors, la colère, il y a plusieurs types de colère. Donc, il y a la colère, là, ça, je dirais, il y a 3 grands types de colère. Il y a une colère qui vient de l'envie, et c'est celle qui est la plus dangereuse, mais il y a une colère qui vient de la peur. Enfin, les deux sont dangereuses, hein. La colère de la peur ou la colère, c'est-à-dire quand je me sens menacé, en insécurité, je peux devenir très agressif et très violent. Ou quand je me sens humilié, je me sens infériorisé par rapport aux autres, je peux devenir très violent. Donc ça, c'est 2 colères qui sont les plus violentes. Après, il y a une colère qui peut être saine, c'est la colère d'indignation. C'est la colère que vous allez mettre au service de la restauration de la justice. Donc, parce que donc, là, les 16, en fait, il manque des combinaisons. Il faudrait que vous regardiez dans mon livre, l'indignation amène à la colère aussi. C'est-à-dire que si, par exemple, j'admire quelqu'un et que vous commencez à lui crier dessus, je vais me mettre en colère, mais c'est une colère d'indignation parce que je vais dire, mais vous ne pouvez pas lui parler comme ça, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que… voilà. Donc, de l'admiration va naître de l'indignation et va naître de la colère. Donc, la colère, c'est un peu à part. Il y a des colères qui peuvent être saines et qui sont moins dangereuses que d'autres, et il y a des colères, évidemment, qui sont très dangereuses. Après, évidemment, les 3 autres émotions dont vous parlez sont très, très dangereuses. Mépris, orgueil, vanité. Et en fait, elles naissent principalement… enfin en tout cas selon moi et selon voilà, le travail que j'ai fait, et puis il y a quand même d'autres auteurs qui le disent, elle vient principalement de l'envie, parce que l'envie me met en position inférieure, je me sens diminué, impuissant, et donc j'ai un sursaut d'orgueil justement, où je vais cultiver la vanité, l'apparence de supériorité, comme le snobisme par exemple, je vais prétendre appartenir à une classe sociale à laquelle je ne suis pas, en ayant seulement les apparences sociales. Et le mépris, ça ce sont des réactions où j'essaie de me sortir de mon envie en reprenant une position de supériorité par rapport à la vie. Et donc, il faut avoir bien compris, et ça c'est toute la logique adlérienne, qu'un complexe de supériorité procède toujours d'un complexe d'infériorité. Autrement dit, l'orgueil, le mépris, la vanité procède toujours d'une envie, c'est-à-dire d'un sentiment d'être inférieur aux autres. Et donc, il faut aller travailler ce sentiment d'infériorité, ce sentiment d'humiliation qui naît de l'envie, pour guérir, pour que j'ai plus besoin de recourir à l'orgueil, au mépris et à la vanité, c'est-à-dire à une position de supériorité. Donc, c'est ça, mais il faudrait évidemment en parler plus en détail. Je pose juste une question qui était apparue à la fin de la première partie, mais parce qu'on était dans le registre des différentes émotions. C'était une question posée par Sandra qui disait que des émotions comme la surprise, l'intérêt, l'espoir étaient évoquées dans d'autres modèles, et elle aimerait bien savoir où est-ce que vous les positionnez. Alors, surprise, intérêt, espoir. Alors, pour moi, la surprise n'est pas une émotion, mais une des caractéristiques de l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui l'a bien vu, c'est Descartes dans Les Passions de l'âme, où il met 6 émotions primitives, et la plus primitive pour lui, c'est la surprise, ou plutôt exactement l'admiration, mais qu'il définit un peu comme la surprise, parce que pendant une certaine époque, l'admiration était un peu définie comme la surprise. C'est-à-dire qu'en fait, la surprise, toute émotion est un état de surprise. Je ne sais pas une seconde avant d'avoir de la peur, de la colère ou de la tristesse que je vais avoir de la peur, de la colère et de la tristesse. Autrement dit, je suis toujours pris par surprise, par mon état émotionnel qui vient à mon insu. C'est parce qu'en plus, une émotion, c'est toujours quelque chose qui nous vient sans qu'on l'ait contrôlé. Une émotion ne se contrôle pas. Le premier temps de l'émotion ne se contrôle pas. C'est pour ça que les Grecs parlaient de pathos, de passion. C'est justement, ils étaient fous, les Grecs, du fait que ces troubles de l'âme agissent comme ça subitement, nous prennent et nous font déraisonner et nous font faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et donc, c'est pour ça qu'on est passif. Dans pathos, dans passion, il y a passivité. Le premier temps de l'état émotionnel, il est donné. Donc, c'est pourquoi, et il nous prend donc par surprise. Donc, pour moi, la surprise, si vous voulez, n'est pas une émotion, mais est une caractéristique. Toutes les émotions nous prennent par surprise. Après, l'intérêt et l'espoir me semblent ne pas être des émotions parce qu'elles nécessitent une réflexion. C'est-à-dire qu'il faut parce que l'émotion, c'est encore un état, je dirais, sans que la raison, le premier temps de l'émotion, il est sans raison encore. Et l'espoir, il faut que j'imagine. L'imagination est déjà à l'œuvre. Et l'intérêt aussi. Et ma réflexion aussi. Donc, on est à un autre stade dans l'état affectif. On est plus dans le stade, mais il faudrait plus de temps pour vous expliquer, le temps de la passion, parce que le terme de passion a été repris après par Descartes et par Kant pour en faire le second temps de l'état affectif. Il y a le premier temps de l'état affectif, il est donné, c'est l'émotion, et c'est bref, sans conscience, et c'est intense. Et puis après, la raison vient saisir cet état émotionnel, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, elle va y fixer des idées.
et c'est le moment de la passion. Et donc, c'est un état affectif de basse intensité, mais qui est durable, lui. Et c'est là que, je dirais, on peut avoir justement des raisonnements et on raisonne à travers sa passion. Et voilà. Donc, l'intérêt et l'espérance ne sont pas, l'espoir, pardon, ne sont pas pour moi des émotions. Donc Thierry, il nous reste 7 minutes, donc on va faire des choix, pas des choix, mais il y a 2 questions auxquelles on va répondre et puis après on va conclure pour bien finir dans les temps. Merci à tout le monde pour votre intérêt et toutes ces questions. Donc il nous reste 2 questions, donc une de la part de Jacques qui nous dit « Pouvez-vous nous indiquer les avantages et les inconvénients de chacune des 4 postures que vous décrivez ? Ou alors doit-on conclure qu'il faut privilégier les postures de maître et de père et diminuer celles de magicien et de tyran ?» Puis nous aurons après une dernière question. Alors oui, alors dans mon livre, je donne effectivement, je dresse l'inventaire des avantages et des inconvénients des 4 types de management. Et je n'exclus pas le recours au management par la peur et au management par l'envie. Ponctuellement, il peut être nécessaire parce que vous avez une urgence, vous avez des contraintes de temps. Si j'ai besoin d'obtenir de quelqu'un quelque chose, je peux avoir à recourir à la menace, je peux avoir à recourir au donnant-donnant, c'est-à-dire à la récompense. Donc, ils ne sont pas forcément à exclure. Par contre, effectivement, ils ne doivent pas être d'un usage systématique. Ils doivent être, à mon avis, d'un usage très, très ponctuel et très, très prudent et effectivement le moins possible. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y recourir. Et notamment, ça me permet de mentionner alors, les avantages du management par la peur et par l'envie, c'est un gain de temps pour le manager. Évidemment, j'ai moins de temps à passer avec les gens puisque j'utilise la carotte et le bâton. Donc, la carotte et le bâton, c'est facile. Les gens vont se mettre, vont obtempérer, vont faire les choses, soit parce que c'est la contrainte, soit parce qu'il y a la récompense. Et puis, il y a un gain en productivité. C'est qu'effectivement, on travaille, quand on est soumis au fouet ou on est soumis à la carotte, on est évidemment boosté à faire de la productivité. Par contre, on va avoir des inconvénients en termes de qualité, parce qu'évidemment, on n'est pas censé, on se fiche on essaye d'atteindre les objectifs qui nous empêchent soit de ne pas subir la sanction, soit d'obtenir la récompense. Donc, les avantages du management par l'admiration et la gratitude, c'est qu'effectivement, le travail va être fait peut-être avec moins de rapidité, mais on va beaucoup plus soigner la qualité, on va beaucoup plus soigner le service. Et alors, un des inconvénients, pour donner une vision un peu réaliste, effectivement, le management bienveillant, qui est celui du parent, il ne faut pas tomber dans la bonhomie, c'est-à-dire qu'effectivement, et il faut tenir compte du fait que les gens peuvent imaginer, le risque des inconvénients du management par la gratitude, c'est que les gens deviennent laxistes, les jeunes deviennent moins disciplinés, les gens ne viennent pas à l'heure. Parce qu'ils se disent, voilà, il est gentil, il est bon, il ne me fera pas de remarques, j'ai 5 minutes de retard. Et donc, les gens commencent à jouer avec, se sentent autorisés à ne pas respecter la discipline. Donc, il y aura moins de discipline dans le management par l'admiration et la gratitude que dans le management par la peur ou par l'envie. Et c'est pour ça d'ailleurs que bien souvent les entreprises l'utilisent, parce qu'on sait que les gens là, ils sont d'équerre. Et parce qu'il peut y avoir justement des freeriders, des gens qui vont essayer de jouer sur le fait, bon, bah voilà, il est bienveillant, il est gentil, donc on peut se permettre de rendre un peu en retard le travail, de pas finalement les... Donc ça, c'est des risques. Et le risque de la bonhomie, c'est-à-dire qu'on croit qu'on est trop, on va nous voir comme trop gentil, on va peut-être nous manquer de respect, ou on va se permettre des comportements inappropriés et irrespectueux parce qu'on a eu l'impression que le manager était un peu bonhomme, il était un peu gentil. Donc, effectivement, c'est ça qu'il va falloir réguler, c'est bien mettre le curseur, c'est on est bienveillant, mais ça ne veut pas dire que la sanction ne sera pas, n'est pas envisageable ou qu'à certains moments, on ne va pas sévir, on ne va pas mettre une limite. Donc, c'est toujours évidemment, on est dans un art et de la situation et il faut pouvoir juger à quel moment il faut mettre des limites et à quel moment il faut peut-être faire sentir le souffle de la menace ou le souffle du danger à certaines personnes qui tenteraient d'abuser de la bienveillance d'un manager. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, oui. Oui, Thierry. Donc, nous allons finir avec la question de Mireïla, qui justement peut nous enchaîner pour conclure. En fait, comment expliquez-vous qu'il n'y a pas longtemps, l'intelligence émotionnelle n'était pas activée, entre guillemets, d'une manière médiatique? Donc, autrement dit, pourquoi parle-t-on autant de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui? Voilà.
Du coup, Alors, vous avez 2 minutes pour nous redonner envie. C'est une bonne conclusion. Merci Miralia. Une bonne conclusion. Alors effectivement, en fait, la mode, on pourrait dire, de l'intelligence émotionnelle vient d'un livre qui a été publié en 1995 par Daniel Goleman, où il explique pourquoi le quotient émotionnel est important. Et la thèse de ce livre, c'est de dire que les gens qui réussissent à la fois au travail, mais dans leur vie, et les entreprises qui performent sont les entreprises où les gens, enfin ça c'est le deuxième bouquin plus, mais le premier c'était surtout les gens qui réussissent en entreprise sont des gens qui ont un fort QE, un fort quotient émotionnel, et pas forcément ceux qui ont un fort QI, parce que ce sont des gens peut-être pas forcément sociables et qui finalement ne vont pas réussir à gravir les échelons. Et à partir de ce livre, évidemment, tout le développement personnel et puis les ressources humaines, surtout quand la thèse est venue sur le fait que les entreprises qui performaient bien, ça avait un impact sur la performance économique. Évidemment, là, les entreprises ont commencé à dire ah ben, c'est important. Alors, d'ailleurs, il faut si ça peut m'aider à faire des économies ou à mieux performer ou à être plus productif, à ce moment-là, ça devient une compétence qui a son sens dans l'entreprise. Donc, je dirais le foisonnement après d'études, de livres, trouve son origine au milieu des années 90. Et depuis, évidemment, c'est devenu une soft skill, pour ne pas dire la mère des soft skills, et c'est devenu un champ de recherche, un champ de développement personnel. Et de plus en plus maintenant, évidemment, puisque de grandes institutions maintenant relaient cette mode, comme le World Economic Forum, qui dit que voilà, dans les entreprises maintenant, comme évidemment il va y avoir de l'intelligence artificielle, donc beaucoup de tâches ne vont plus être requises, cognitives, il va falloir qu'au contraire les managers et les collaborateurs développent leur intelligence relationnelle. Et donc, voilà, ce courant, il naît de là, et de plus en plus, évidemment, la question des émotions est au cœur des problématiques d'entreprise, même si pour l'instant, il y a encore très peu d'investissements concrets dans la formation pour développer des compétences émotionnelles. Merci Thierry, vous nous aurez, je pense, convaincus du coup de la nécessité d'avoir cette approche et donc justement de nous ouvrir à tout ça. Bien sûr, il n'y a pas de formation, donc je pense que c'est aussi un entraînement, une ouverture à l'autre et pour cultiver tout ça. Oui. Merci à tout le monde. Donc je vais vous laisser faire un feedback à Thierry dans le chat, puisque après, merci, on remet toutes les vignettes. Comme ça, Thierry, je pourrais enregistrer tout le chat. Donc il y a eu beaucoup de questions sur les replays. Oui. Donc du coup oui, on aura un replay et donc on vous le communiquera. Voilà, vous pouvez aussi suivre tout ça donc sur le livre, dans le livre de Thierry, donc qui est présent sur différentes plateformes. Hein, Thierry. Oui, il est partout. Il est partout maintenant. Il est sur Amazon. Alors, je n'aurais pas dû citer Amazon parce que c'est pas forcément celle que j'aimerais qu'il gagne encore plus d'argent, mais la Fnac, enfin partout. Voilà. Il est assez bien distribué, je dois dire. Et puis sur le site de Diathéno aussi, évidemment. Oui, alors a priori, il y a eu quelqu'un qui m'a dit qu'on ne pouvait pas accéder au site. Et j'ai essayé, en effet, on arrive sur une page, donc on ira voir après, ouais, Thierry. Ah oui, alors ça, oui, c'est embêtant. Je le signalerai à Diathéno si son site ne fonctionne pas. Voilà, donc merci pour tous vos feedbacks. Donc pour vous dire aussi qu'à la Maison du Management, demain, en relation aussi avec le Salon du Management, on a un webinaire à la même heure, à 11h, qui va très bien enchaîner avec le thème de Thierry aujourd'hui, puisque c'est sur la parole et sur la communication managériale en ces temps de télétravail généralisé. Donc, vous voyez que là aussi, nous, à la Maison du Management, on continue d'ouvrir là-dessus par bout de thématiques pour justement essayer de maintenir vraiment un lien. Et donc, cette conférence sera animée par Anne-Marie Decouvreur, qui est la présidente de Media Meeting, la première société de podcast en France et qui justement développe de plus en plus la communication aussi par la voix, puisqu'on a vu qu'on a besoin de revenir aussi à ça. Donc c'est un mode de communication qui est l'ancienne radio, un peu radio d'entreprise, qui reprend beaucoup de galons en ce moment, et parce que les gens ont besoin d'entendre les choses, et parce qu'on est aussi beaucoup submergé par les mails. Donc c'est aussi pour retrouver cette importance de la parole, donc certainement par le son. Donc c'est très intéressant. Donc merci à tous, merci aussi aux invités de Thierry d'avoir peut-être découvert la Maison du Management. Donc, on a tout un programme pour essayer certainement de développer aussi nos pratiques d'intelligence émotionnelle et nos pratiques managériales tout court. Voilà, j'espère. Et je dois dire que la Maison du Management, de ce point de vue-là, est très, très ouverte à ces nouvelles formes et est à la pointe, à l'état de l'art, on va dire. Oui, on essaye en tout cas, et puis de privilégier aussi les échanges entre pairs, puisque c'est aussi par les uns et les autres qu'on apprend. Voilà, on vous remercie. Merci Thierry, un très grand bravo
On ira voir dans le chat, on a beaucoup de félicitations d'avoir été très synthétique et succinct sur un sujet passionnant. Et voilà, moi j'ai parcouru le livre, j'ai pas encore tout lu, je vais prendre le temps de lire tout en détail maintenant, mais vous avez su nous résumer ça de manière très intéressante. J'espère que tout le monde a apprécié. Un grand merci Thierry, qui est aussi avec la Maison du Management depuis le début, et donc qui chaque année nous apporte aussi des nouveautés, et on va toujours plus loin dans l'intelligence émotionnelle. Merci à tous. Merci à tous. Merci de votre écoute et merci de vos messages. Et j'espère rester en contact avec vous tous d'une manière ou d'une autre. Merci. Au plaisir de vous revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Thierry, si vous voulez qu'on reste. Oui. Ouais.